bonjour et merci d'être avec nous pour cette deuxième émission de Mobile Culture, une émission plus particulièrement consacrée au local cette fois, le nouveau totem marketing dont on va parler tout de suite avec notre première invitée. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlotte. Le local, on en a entendu parler et on en entend encore beaucoup parler, est au cœur de toutes les attentions depuis un an et demi grosso modo. On le dit sans cesse, ça rassure, ça a plus de sens que jamais, c'est essentiel. Pour JC Deco, j'imagine aussi que ça a été essentiel dans cette année compliquée. Tout à fait, puisque le local, je crois qu'on l'a tous dans nos vies à la fois professionnelles et personnelles, découvert à l'occasion des 3 confinements que nous venons de vivre. Il y a eu ce sujet pendant le premier confinement du kilomètre, ouais. Plus récemment des 10 kilomètres, et on a tous vécu en hyper proximité. Alors ceux qui pouvaient télétravailler ont d'un seul coup découvert leur quartier à des horaires où ils n'étaient jamais. Ils ont découvert des commerces qu'ils ne connaissaient pas forcément. Ils ont découvert des voisins. Ils ont découvert une vie de quartier qu'éventuellement ils ne connaissaient pas. Et puis, on s'est tous réancrés. Vous savez combien les commerces, surtout les commerces de bouche, d'hyper proximité, ont vu leur chiffre d'affaires absolument exploser pendant ces 3 confinements. Ouais. Et donc, chacun s'est réancré dans son territoire, proche plutôt de chez lui que proche effectivement du bureau. En développant pour le coup un goût incroyable, puisqu'on le voit, je pense au chiffre de la FEVAD qui annonce que 85% aujourd'hui des Français plébiscitent le commerce local. Ils ont vraiment envie d'encourager cette dimension. Est-ce que vous ressentez cette appétence? Est-ce que les annonceurs que vous accompagnez se saisissent de cette opportunité? Oui, ils s'en saisissent parce que c'était déjà avant, bien évidemment, la crise sanitaire. Le local était une partie du marché publicitaire qui était plutôt toujours en croissance au moins équivalente, si ce n'est supérieure au marché national. Mmh. Donc avec vraiment d'abord une profondeur du marché local très importante. Chez JC Deco, c'est plus de 20 000 clients, par exemple. Et je crois que les marques, déjà avant la crise sanitaire, s'étaient saisies de ce sujet. Elles avaient compris que qui dit local dit plus de proximité. C'est pas seulement finalement une proximité géographique qu'on a, encore une fois, vraiment, alors là, oui, vécu dans notre chair récemment. Plus que jamais. Mais je crois aussi une certaine proximité quasiment sociale, avec... on le sait, dans le brick and mortar, qui représente encore une très grande majorité du commerce, eh bien, ce contact humain oui, avec les vendeurs, le propriétaire du magasin, et on sait que les Français en sont friands. Et puis aussi bien une proximité en matière de services. On l'a vu là encore pendant la dernière année. L'inventivité de ce commerce local avec la mise en œuvre du click and collect, des horaires qui ont été ajustables. Ouais. Et je pense que tout ça, on va le garder. Et puis, je crois qu'il y a eu aussi, et ça c'était un courant bien évidemment qui avait démarré avant la crise sanitaire, le courant finalement de la proximité éthique, c'est-à-dire la consommation de biens qui sont produits alors ou dans la région pour des oui, biens alimentaires, ou en France avec également les sujets de relocalisation d'un certain nombre de productions et surtout ce produit français. On le sait, nous, chez JC Deco, on a 1700 fournisseurs en France et c'est quelque chose de clé et on pense d'ailleurs que ça devrait être mieux reconnu. On en a parlé récemment à l'occasion des États généraux de la communication, et puis sur tous les sujets de la commande publique, comment la commande publique pourrait, en matière de responsabilité sociale, sociétale, environnementale, comme elle représente un fort pourcentage du PIB, la commande publique, l'État, les régions pourraient donner un coup d'accélérateur sur ces thématiques en primant effectivement le produit local. C'est aussi ce que défendait le patron de Cospirit dans la tribune qui est parue dans le Monde il y a quelques semaines. C'était à un moment donné aussi de déplacer les investissements médias. Exactement, et de finalement venir sur des médias qui n'ont pas d'ailleurs, les médias linéaires, à démontrer leur puissance. Je pense bien évidemment par exemple à la télévision, à la presse et également à la communication extérieure, et puis également leur capacité à travailler de façon granulaire. Notre média en est certainement
ça nous fait un peu sourire quand on voit d'autres médias en ce moment se saisir des sujets de médias adressés, médias segmentés. Finalement, c'est ce que la communication extérieure fait depuis toujours. Moi, 90% de mes clients sont basés en région, locaux. Donc, alors ça peut être des gros annonceurs locaux. Il y en a des tout petits, mais il y en a aussi des très importants. Et donc, c'est tout ce tissu qui vraiment est d'une richesse et d'une diversité extrêmement importante. Et alors les 10% restants, est-ce que vous avez senti sur les annonceurs nationaux une surpression au local au cours des derniers mois? Oui, les annonceurs nationaux recherchent toujours plus d'efficacité, recherchent toujours plus de drive-to, que ce soit du drive-to-store, que ce soit du drive-to-web, du drive-to-mobile. Et donc, ils sont à la recherche de plans médias, d'intelligence, je dirais, planning, qui leur permettent de délivrer de meilleurs ROI, d'avoir une efficacité plus importante. Et donc, travailler la dimension locale, c'est également, pour un annonceur national, être plus pertinent, encore plus pertinent, s'adapter aux considérations géographiques, aux considérations de consommation par région. On sait combien en France, le nord de la Loire et le sud de la Loire, sur beaucoup de sujets, ne consomment pas de la même façon. On ne consomme pas de la même manière quand on est basé dans les Alpes que à proximité du littoral en Bretagne, par exemple. Et donc, c'est vrai que notre média a cette capacité d'accompagnement au plus proche des territoires. On est présent en France dans plus de 3000 villes, plus de 150 agglomérations. Donc, c'est vrai qu'il y a une... Et puis, nos commerciaux, moi, j'ai 90% de mes forces commerciales qui sont basées en région. J'ai envie de dire qu'elles respirent et elles vivent local, bien sûr toute la journée, puisque c'est leur vie personnelle aussi. Et sur le plan créatif, comment est-ce que vous accompagnez justement vos annonceurs pour qu'ils arrivent à être au plus près? C'est une histoire de ton aussi, je pense au cas Aldi que vous aviez développé. Oui, c'est vrai que le cas Aldi, il nous a énormément fait sourire. Bravo à WPP pour le media planning et puis pour Ogilvy, qu'on peut saluer, parce que c'est quand même une... On va couper le son peut-être. Moi, je veux bien vous la commenter. Effectivement, c'est sur une publicité qui paraît tout à fait normale avec un cône glacé à 1,59 € et avec ce qu'on appelle chez nous le repiquage adresse, c'est-à-dire qu'on vous donne l'adresse du magasin le plus proche du lieu où la campagne est affichée. Et là, donc le jeu créatif était sur des repiquages adresses qui n'étaient pas les bons. Et là, la dimension virale a démarré, mais dès les premières heures d'affichage, avec des personnes qui, sur les réseaux sociaux, bien évidemment, ont tout de suite réagi en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas dans ma bonne ville, erreur d'affichage, que fait Deco, etc., etc. Donc c'est la preuve quelque part que quand on touche à cette question du local et à ce qui est la ville des consommateurs, il y a une réaction qui est assez forte. Et vous venez jouer à domicile chez eux, j'ai envie de dire, pour prendre une expression sportive. Et donc, le territoire c'est le leur et on peut pas se tromper quand on parle de leur territoire. C'est vrai que le média JCDecaux, c'est un média d'utilité publique qui fournit les abribus, qui fournit les kiosques à journaux, qui fournit dans beaucoup de villes en France les vélos, les systèmes de vélos en libre service. Et du coup, c'est vrai que c'est un média qui est fortement associé, je dirais, au lieu de vie, à cette vie quotidienne qui est la nôtre dans nos déplacements en ville. Et donc, chacun se sent à la fois fier et protecteur sans doute aussi de son propre territoire local. Et alors pour vous, sur ce totem qui est devenu donc le local, quel est l'enjeu pour l'année à venir? Alors nous, on croit fortement au local. L'entreprise, elle s'est montée en 1964 par Jean-Claude Decaux en démarrant en région. Monsieur Decaux signe son premier contrat avec son premier grand contrat, on va dire, au début des années 70 avec la ville de Lyon. Et l'entreprise reste pendant très longtemps, relativement longtemps dans ses débuts, absente de Paris. Et quand on n'est pas à Paris, vous le savez, en France, on n'existe pas. Et donc, et l'entreprise se développe fortement au local et a gardé ce maillage local. On a plus de 60 sites, nous, en France. Et je donnais le nombre de villes et d'agglomérations. Et donc, il y a cet ancrage, on l'a d'ailleurs renforcé pendant l'année 2020, puisqu'on on a procédé à l'acquisition d'une très belle entreprise locale
qui s'appelle Abri Service et qui est basé donc dans toute la région Bretagne, Pays de Loire, Vendée. Ce qui prouve bien combien on est vous aussi acteur vraiment du local et surtout combien on croit à ce segment du marché publicitaire, encore une fois, en grande proximité avec les populations et en grande proximité avec ce tissu local, que ce soit un réseau bien évidemment d'annonceurs locaux, mais aussi d'annonceurs nationaux qui ont leur réseau de distribution physique. Et puis, grâce à toute l'amplification mobile, on est capable de jouer l'amplification entre la communication extérieure et le mobile. Réconcilier enfin et jouer. Très bien. Moi, j'aime bien qu'on finisse par dire qu'on pourra enfin rejouer. Merci beaucoup. Merci. Merci, Charlotte. Et on va continuer à parler de ce nouveau totem qu'est le local avec quelqu'un pour qui le local n'a aucun secret ou presque. Xavier Guillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de France Pub. Voilà. Et du coup, à ce titre, depuis 20 ans, vous, ou en tout cas France Pub, analysez et constituez l'ensemble de la dépense des annonceurs en net, justement, sur l'ensemble des moyens de com, donc off et online, médias et hors médias, par secteur et par zone géographique. Et donc, vous allez savoir nous dire si oui ou non, cette accélération du local est perceptible. Et en effet, ça fait 25 ans qu'on mesure le local, alors c'est devenu très en vogue. En effet, c'est un totem maintenant avec les Français ont redécouvert avec le confinement et les territoires français. Alors, ça a toujours existé. Hein. La France est un véritable morcellement, en fait, paysager et humain depuis des années. C'est ce qui fait l'ADN français. Hein. C'est un pays sur lequel il a fallu regrouper le petit ramoneur savoyard, le berger landais, la dentelière de Cambrai pour reprendre ces images d'Épinal. C'est vraiment ce qui est l'ADN de la France. Hein. Et en fait, on redécouvre ça, mais ça a toujours existé. Donc la communication locale a toujours été très forte, en fait. On la perçoit mieux aujourd'hui, mais elle a toujours été très forte parce qu'il fallait s'adapter et adapter la communication à ces environnements locaux extrêmement spécifiques. Alors par contre, ce qui a changé, donc en fait, pour répondre à votre question, c'est plus du tiers de la communication en France, sur les quelques 30 milliards de communication, c'est plus du tiers depuis des années qui est en fait consacré à de la surpression locale. D'accord. Alors, est-ce que rien ne change? Si, ce qui va changer, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus d'états-majors nationaux qui prennent en charge, en fait, qui s'occupent et qui avec beaucoup plus d'attention, vont développer des nouvelles stratégies multiterritoriales. C'est ça la nouveauté. Et vous parlez d'image d'Épinal. Si on devait essayer d'avoir une image, en tout cas une photo des acteurs du local aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait Alors, si on prend aujourd'hui, historiquement, le marché local, donc près d'un tiers, donc plus de 10 milliards d'euros, hein, ça fait des années que ça dure pour les raisons qu'on a évoquées. En fait, la nouveauté, c'est les états-majors qui s'intéressent. On va le voir beaucoup plus facilement sur ce petit graphique. Vous avez la pub locale, donc 8,5 milliards. Oui, alors c'est un petit peu moins parce que là, on est en 2020 et forcément, il y a une récession publicitaire. Donc, c'est composé de deux segments. Le segment des annonceurs locaux, hein, c'est le concessionnaire, le responsable de magasin, etc. 525 000 acteurs qui, depuis des années, communiquent localement. Voilà, ça pèse un peu plus de 6,5 milliards. Et un deuxième segment, en fait, les annonceurs nationaux qui communiquent localement. Voilà. Donc, on voit ici très bien qui fait... Alors, c'est pas tous les annonceurs nationaux, c'est à peu près un peu moins de la moitié, qui vont donc accompagner les stratégies territoriales. Et là, ça pèse un peu plus de 2 milliards d'euros, ce segment-là. Alors, c'est ce segment-là qui est en effervescence, on va dire, depuis quelques mois, quelques années maintenant. Alors, on a toujours eu un phénomène de balancier. Hein. Sur les années précédentes, il y avait les locaux. À un moment donné, on rapatriait les budgets en national, on les redescendait en locaux. Il fallait le balancier, c'était pas très tout simple. Et ça dépendait, il n'y avait pas vraiment en fonction des enseignes et des annonceurs. Maintenant, on va rentrer, et c'est ça la nouveauté, dans une nouvelle forme de concertation. On l'évoquera tout à l'heure grâce aux plateformes. On va beaucoup plus, ce qui va développer les marchés locaux et multilocaux, c'est la capacité entre les acteurs locaux et les têtes de réseau de travailler ensemble, de coproduire un plan d'action multilocal. C'est ça la grande nouveauté. Et juste pour préciser sur le national et le local, quelle est la part du budget que chacun consacre, par exemple, à ce sujet? On peut prendre un exemple sur le secteur des assurances, par exemple. Alors, c'est très variable d'un secteur à l'autre. Pour éclairer ce qu'on vient de dire, on peut regarder dans le domaine des assurances. Voilà, vous avez sur les 640 millions d'euros nets, médias hors médias digital, dépensés par le secteur des assurances, mais vous avez la part, 509 millions qui est du national pur,
communique sur l'ensemble de la France. Vous avez 76 millions qui est cette fameuse communication multilocale des annonceurs nationaux. Et vous avez 55 millions qui vient de l'agent en fait d'assurance locale. Voilà. Alors, ce camembert, il est très très différent. On verra tout à l'heure, il est très différent d'un secteur d'activité à l'autre, voire même d'un annonceur à l'autre. C'est-à-dire voilà, on le voit ici par exemple. Entre Massif, Direct Assurance, vous avez 3 grands assureurs. Oui. Eh bien, on voit que la part du multilocal est très différente. Alors, on peut voir que plus l'annonceur a un réseau local important, plus sa part du multilocal va être important. Vous avez vu que sur les chiffres de Direct Assurance, comme son nom l'indique, il y a une part du multilocal pour s'adapter à chacun des spécificités des territoires. Mais évidemment, c'est beaucoup plus prononcé quand on a un réseau physique plus présent. Alors, la pub locale a été très touchée par la crise et par le confinement, mais la pub nationale dans les titres régionaux est en croissance. Est-ce que vous avez aussi le même genre de photos Alors, c'est exactement ça, parce que déjà, il faut voir qu'en local, il y a eu 1/3 de moins d'annonceurs en local. Toute la distribution spécialisée qui a été, par exemple, complètement impactée avec les fermetures des magasins. Alors que le segment de la multilocale, lui, en fait, il s'est développé. Il s'est développé parce que, en fait, dans cette nouvelle tendance de se réapproprier les territoires, les états-majors ont voulu professionnaliser la démarche, en fait, voilà. Mais pas de façon directive, en fait. Aujourd'hui, grâce aux remontées et au traitement des données, les annonceurs nationaux ont commencé à prendre des mesures locales pour pouvoir intelligemment distiller la communication locale, sans faire des plans très techniques nationaux, mais qui, du coup, tombaient à plat, en fait, dans un environnement ou dans un autre. Voilà. Donc, on passe dans une nouvelle forme de communication avec une réflexion centralisée, mais une mise en œuvre, en fait, un mix local qui va être repensé très localement. Et dans le mix, justement, on parlait avec Isabelle Schlumberger du média affichage. Le poids du local pour chaque média, quel est-il aujourd'hui? Alors, l'affichage, c'est un très bon exemple. Quand on parle, ce qu'on vient de dire, il y a le national pur, le local et le multilocal. Mais tout ce qui a fait la force de l'affichage sur les 4 dernières années, j'enlève 2020 parce que c'est complètement atypique, ce qui a fait la force de l'affichage sur les 5-6 dernières années, c'est le multilocal, en fait. Ça a été la zone de croissance extrême, en fait, de l'affichage. Et beaucoup plus récemment, depuis 1 an ou 2, et puis très, très, très fortement cette année en début d'année, la presse quotidienne régionale, par exemple, la vente de multilocal a explosé. Il y a plus de 20% de croissance. Voilà. Alors évidemment, en local, il y a toujours un dynamisme évidemment contraint par le confinement, mais le multilocal en presse quotidienne régionale, par exemple, est un secteur en pleine expansion. Et les intentions d'investissement confirment ça? Alors, les intentions confirment ça. Vous pouvez le voir sur ce tableau. Alors là, donc c'est la réponse des annonceurs nationaux qui communiquent localement. Regardez bien la question. Elle porte sur 2021 par rapport à 2019. Oui. Donc, on oublie 2020, parce que forcément, voilà. par à 2020, tout le monde va faire plus. Voilà. Regardez bien. Regardez l'écart entre rester stable, augmenter sa communication et réduire sa communication. Ça va de 12 à 21%, avec des écarts, évidemment, en fonction des secteurs industriels, biens de consommation, distribution de services, mais l'écart est extrêmement dynamique. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des segments de communication avoir une telle appétence des annonceurs dans les intentions de communiquer. Et c'est ce que vous disiez en introduction, c'est la plateformisation justement aujourd'hui des outils qui permet cette évolution. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui a permis, vous vous rappelez le phénomène de balancier dont on parlait au début, on ne savait pas trop comment articuler ça. C'était professionnel en termes de communication nationale, mais du coup, on parlait mal localement, ou alors on le faisait localement, on était bien inscrit dans son territoire, mais les techniques de communication n'étaient pas forcément au top. Donc en fait, je vais reprendre une expression de Pascal Lamy, qui a dirigé l'Organisation mondiale du commerce, vous savez, et qui s'est souvent posé cette question, c'est la même échelle entre le monde et les pays, en disant est-ce qu'il faut globaliser les problèmes locaux ou localiser les problèmes globaux? C'est un petit peu compliqué. Mais ça va plaire à nos prochains invités. Mais vous allez voir, c'est très très simple. C'est qu'en fait, il dit qu'à l'expérience, il est beaucoup plus efficace de localiser les problèmes globaux. C'est-à-dire que grâce aux plateformes, en fait, on va pouvoir aujourd'hui travailler les mix intelligemment, mais on va pouvoir adapter ces mix, en fait, à toute la data locale pour pouvoir harmoniser et optimiser, non pas d'une façon nationale le mix d'une enseigne, mais pour pouvoir le moduler géographiquement compte tenu de ce que sont et la façon dont vivent les gens locaux. Et c'est ce qu'a permis le recueil de data et les plateformes d'information territoriale. Merci beaucoup pour cette vision beaucoup plus claire de ce sujet.
Le local, un nouveau totem, donc au cours duquel il convient de danser. On va en parler tout de suite avec Stéphane Delaporte. Bonjour Stéphane. Bonjour Charlotte. Vous dirigez 366, qui est la régie de la PQR. Et à vos côtés, Paul Carrière, bonjour. Bonjour. Carrière et pas Carrière, excusez-moi. Oui, Carrière. Néanmoins, votre carrière vous a conduit aujourd'hui à la tête de MediaKeys, qui est donc un DSP et un acteur majeur de la tech en France. On pourrait résumer ça comme ça. Oui, en France et à l'international, on est dans 15 pays. Oui, exact. C'est une partie non négligeable de votre activité. Et vous le disiez aussi, vous payez vos impôts en France, donc en termes de local, vous êtes droit dans Voilà, on a décidé de laisser tout ça en France. Et la tech aussi, voilà, sur Montpellier. Quant à vous, Stéphane, le local donc, est le cœur de votre business depuis toujours. Et du coup, vous faites partie aujourd'hui des acteurs pour lesquels ça va. Oui, ça va. C'est vrai qu'on a créé cette entreprise il y a maintenant à peu près 6 ans, avec une idée qui était qu'on voyait bien qu'en fait la revendication du local, des territoires était quelque chose qui montait depuis pas mal d'années, depuis pas mal de mois, mais qui avait du mal à s'exprimer d'une façon rationnelle, expliquée et autour d'une structure qui permette de donner accès à toutes ces possibilités. Donc on a créé 366 dans cet esprit-là en se disant en fait on va faciliter l'accès à toutes les proximités de ce média, la PQR, et puis par extension à d'autres médias ou d'autres marques qui traitent aussi les proximités en un seul point central pour le marché national qui est 366. Donc c'est vrai que on bénéficie en parallèle de cela d'un phasing sociétal tout à fait positif, qu'on a vu monter. Dont on a parlé. Voilà, on a déjà parlé avant la crise des Gilets jaunes, et puis les crises du Covid n'ont fait que consolider cette position de 366 et du média PQR. Et alors, on parlait de totem, puisque je parlais d'une métaphore douteuse qui était de la danse autour du totem. Y a-t-il de plus en plus d'Indiens qui tournent autour? Oui, il y a beaucoup d'Indiens qui tournent autour, des Navarros, des Sioux, Oui, alors, non, quels sont les bons pas de danse? Parce que c'est vrai que c'est plutôt ça la question qu'il faudrait se poser. Je pense que les bons pas de danse, ils sont de 3 natures. La première nature, c'est qu'est-ce qu'on produit comme contenu. Donc le contenu produit doit correspondre à véritablement les attentes des populations qui sont sur ce territoire. Et donc c'est forcément du contenu d'hyper proximité serviciel et qui donne, et non pas qui danse aussi peut-être, et qui donne un sens social, économique, marketing, politique à ce qui est fait. Ça c'est la première brique. La deuxième brique, c'est que comme c'est du contenu d'hyper-proximité, ça induit une confiance énorme. C'est vrai que les médias qui traitent la proximité d'une façon générale, il n'y a pas que nous, en tant que média PQR, il y en a d'autres. Les médias qui produisent du contenu d'hyper-proximité sont crédités d'un taux de confiance tout à fait remarquable parce que, par essence même, c'est du contenu qui est vérifiable par tout un chacun. Et cette confiance induit naturellement l'engagement, que ce soit l'engagement du citoyen, notamment sur toutes les problématiques aujourd'hui, RSE, respect du climat ou autre, que l'engagement dont ont besoin toutes les marques qui viennent communiquer par le prix. C'est le deuxième temps, c'est l'engagement, c'est ça le deuxième temps de la valse. Exactement. C'est cet engagement-là. On voit bien que énormément de nouveaux danseurs, si on les appelle comme ça, pour prendre votre métaphore, c'est beaucoup d'annonceurs qui se disent mais en fait j'ai besoin moi d'être en très grande proximité avec mon consommateur et cette proximité elle peut s'exprimer au travers d'un média qui par nature traite la proximité. Et dans une valse il y a 3 temps, il y en a un troisième ou c'est contenu et engagement? C'est la valse à 2 temps? Non, ça pour l'instant c'est les 2 temps. Le troisième temps, Paul en fait partie, c'est les solutions tech. Voilà, et pour nous il était essentiel puisqu'on a un produit qui s'appelle Hexago dont la technologie est opéré par la technologie, par le système technique de MediaKeys. Et notre choix est pas anodin. Paul l'a dit tout à l'heure, ce sont des Français, certes internationaux, mais Français, qui sont implantés en France, qui paient leurs impôts en France, comme nous quelque part. Et donc on a choisi une solution qui, premièrement, correspondait à ce qu'on souhaitait, et deuxièmement, est une solution qui nous permet d'opérer d'une façon très efficiente ce qu'on appelle le multilocal digital. Et du coup, Paul, on s'est parlé un peu avant de se rencontrer sur ce plateau, et vous me disiez que pour vous, pour finir sur cette métaphore, mais j'y reviens plus après, mais c'était plutôt une histoire de figure géométrique, pardon. Non, c'est juste le gag de dire que les grands opérateurs américains travaillent juste, considèrent qu'un point de vente a juste un radius, et que nous, on a travaillé justement le véritable territoire du
du point de vente, et donc on travaille avec des polygones, ce qui change bien les choses. Donc c'est ça, on c'est est pas plus, une histoire de... on est forcément pas, on tourne pas forcément en polygone. Voilà, c'est ça. Mais enfin, ce n'est pas un détail parce que c'est une techno qui a été très compliquée à mettre au point, puisque en 50 millièmes de seconde, on doit déterminer où est la personne, et donc c'est vrai que le radius c'est simple, un polygone c'est beaucoup plus compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans la technique. Dans le détail. Voilà. On parlait avec Xavier Guillon précédemment de l'enjeu du global, du local. C'est un peu le cœur de votre promesse, de réconcilier les deux. Alors nous, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une plateforme qui réconcilie le central et le local. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en centrale, lancer une campagne locale, c'est un peu compliqué, jusqu'à la facture et le paiement. Donc on est allé jusqu'à la gestion administrative, et puis aussi surtout de reconsidérer le local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le local, il n'y a pas de raison qu'ils aient un mauvais inventaire avec du blind, etc. Nous, c'est 100% de transparence, etc. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi avec 366. Il y a des vrais éditeurs qui donnent du contenu, etc. Après, la précision en termes de data et la précision territoriale, comme je le disais. Donc ça, c'est très important, parce que ça sert à rien de faire des pubs à côté de là où on n'est pas. Bah oui. Et aussi tous les outils de personnalisation locale, c'est-à-dire que automatiser ce qu'on appelle la DCO, toute cette personnalisation, qu'elle soit automatique, mais que ça aille aussi, qu'on puisse prendre une landing page, donc on aille aussi plus loin dans le funnel de conversion. Voilà. Et par rapport à cette notion de justement ne pas déprécier le local, est-ce que vous avez l'impression qu'il est apprécié à sa juste valeur aujourd'hui? De plus en plus, hein. Ouais. De plus en plus. Et le contexte, puisqu'on va vivre à terme, vous avez vu les annonces de certaines plateformes sur les sujets des cookieless, etc. Donc on va vivre de plus en plus dans un monde sans cookies ou avec moins de cookies. Et donc le contexte environnemental dans lequel vont être publiées les publicités, qu'elles soient digitales d'ailleurs ou classique, enfin classique c'est déjà le cas, va devenir de plus en plus essentiel. Donc ce qui est important, c'est le lien entre ce qui est produit comme contenu, la qualité de ce contenu et la techno qui donne la possibilité de l'opérer. J'ajoute que sur le sujet du cookieless, pour qu'on soit crédible en créant des segments d'intérêt, par exemple des gens qui s'intéressent à tel type de voiture ou qui lisent tel type d'article, par exemple, tel type de contexte, il faut être puissant. De façon à opérer un inventaire suffisamment conséquent pour que ça ait du sens. Et ce qui est le cas de la PQR. On a presque 35 millions de visiteurs uniques au dernier chiffre de médiamétrie digitale. Pas si loin des mastodontes américains. On est la première expression média en France, puisque devant vous avez Google qui est à 46 millions, Facebook doit être à 46 aussi, et puis il y a YouTube et il y a 366. Donc en fait la première expression digital en tant que média en France, c'est 366. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de faire croiser trois items, la proximité, la puissance et la technologie qui permet de l'opérer d'une façon efficiente. Et justement, vous fournissez cette techno depuis quelques années. Vous êtes sur ce marché du local, un observateur aussi. On est cookieless aussi. Et cookieless. Vous notez vraiment un basculement aujourd'hui? Alors, il y a ça, oui, et il y a aussi un autre problème, en tout cas en ce qui concerne Internet, c'est que quand on lance une campagne nationale, on n'a pas la même pression qu'on soit à Vierzon ou à Asnières. Et que ça, donc, les grandes agglomérations ont tendance à être bénéficiaires des campagnes. Et donc, nous, on propose aussi des produits qui permettent une garantie de pression territoriale que par exemple le concessionnaire de Vierzon ait la même pression publicitaire au regard de sa population que celui d'Asnières. Voilà. Toute proportion gardée. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui demande du découpage, de créer plein de campagnes en une, etc., etc. Et donc on a automatisé ça au maximum. Donc la décentralisation de l'achat média est à l'œuvre. Voilà. Mais même quand c'est national et quand on fait du multilocal, on a quand même besoin de faire du multilocal. D'un point d'entrée principal. C'est pour ça que le hub de 366 a été créé, en fait. C'est que, en fait, on offre, vous m'avez posé la question tout à l'heure, finalement, pourquoi ça va bien, mais je pense que une des explications, c'est celle qu'on a dit, c'est le phasing sociétal et tout ce qui a été fait, mais c'est aussi le fait d'avoir rendu simple
en fait, l'accès à quelque chose d'assez complexe, qui est la multiplicité qui vient d'être expliquée. C'est vrai qu'il y a des niveaux de pression qui doivent être différents, il y a des expressions qui sont différentes, et il faut rendre ça le plus simple possible d'accès à un marché national parisien qui est lui-même très disrupté dans ses structures, dans ses spécialités, etc. Et donc, il faut qu'on aille vite et qu'on soit simple et qu'on soit souple. Comme autour de cette table, finalement. Voilà. Merci d'avoir rendu simple ce sujet qui n'était pas tant que ça. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous retrouve dans quelques semaines pour le prochain numéro de Mobile Culture.